Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois, il s'est écoulé un petit peu de temps, depuis la dernière vidéo qui visiblement vous a beaucoup plu. Voilà, merci beaucoup pour l'engouement autour de cette vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour débuter l'année 2025 avec la première vidéo d'une grosse série que j'avais envie de faire depuis un moment sur le groupe de lit SU2, alors qui n'est autre en fait que mon sujet de TIPE de l'année dernière. C'est pour ça que ça me tient à cœur de vous le présenter. Donc voilà, on va décomposer ce sujet en plusieurs sous-parties, donc qui vont constituer plusieurs vidéos d'une même série. Et l'objectif donc va être de classifier les représentations irréductibles de SU2. Je vais expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Donc voilà, avant de commencer, je voulais remercier chaleureusement Monsieur Serge Dupont, qui a été mon professeur de mathématiques de l'année dernière. Donc voilà, qui m'a apporté tout son soutien, donc je le remercie vraiment beaucoup. C'est grâce à lui en partie que cette vidéo peut exister. Et avant de commencer aussi, je voulais préciser que ce travail s'appuie en grande partie sur le cours introductif au groupe de lit de Monsieur Frédéric Paulin qui a été dispensé à Centrale Supélec. Donc voilà, je vais mettre toutes les informations nécessaires en description. Donc voilà, il y a ce cours introductif et il y a aussi le livre Analyse sur les groupes de lit de Monsieur Jacques Faro qui a été voilà, une source d'inspiration immense aussi pour ce travail. Donc pareil, je vais mettre toutes les informations nécessaires dans la description. Et sans plus tarder, en fait, on va commencer par cette première vidéo sur qu'est-ce qu'un groupe de lit, qu'est-ce qu'une algèbre de lit. On va donner plusieurs définitions, plusieurs premières propriétés. Et en fait, même avant de faire ça, je vais tout simplement vous expliquer quel va être l'objectif en fait de cette série de vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire classifier les représentations de SU2. Alors, mettons par exemple, on va prendre un exemple très simple, le groupe des rotations. On prend une rotation de l'espace. Alors, le groupe des rotations de l'espace, on va noter ça SO3. SO3, donc c'est un groupe avec toutes les propriétés qui vont bien. Et c'est un groupe en fait qui est abstrait. C'est un ensemble de rotations. Mais les rotations, voilà, c'est abstrait. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. C'est, voilà, je fais une rotation dans l'espace, d'un certain angle. Bon, c'est très général. Plutôt, on dit dans l'espace parce que c'est la manière de se représenter une rotation qui est la plus immédiate. Voilà, parce qu'on fait une rotation à 3 dimensions, mais ça peut être en fait une rotation d'un espace plus abstrait à 3 dimensions aussi, muni d'une certaine base de vecteurs, et on fait agir une rotation sur cet espace. Donc en fait, l'idée, ça va être on a un espace abstrait. Comment est-ce que cet espace va agir? Pardon, on a un groupe abstrait, parce que ça faut que c'est certaines propriétés. Comment ce groupe va agir sur un certain espace? Alors, on sait très bien faire agir ce groupe sur l'espace euclidien qu'on connaît tous, R3. Et en fait, voilà, on sait qu'une rotation d'angle θ, elle peut s'écrire sous la forme matricielle. Alors, mettons qu'on stabilise l'axe OZ, on va avoir donc une rotation qui va s'écrire comme ça, avec 0 ici, 0 ici. Voilà. Donc ça, c'est une représentation de la rotation d'angle θ où le groupe SO3 agit sur R3. Mais en fait, on se dit très bien, c'est une rotation, on sait faire, on connaît tous, c'est très intuitif. Mais en fait, on peut faire des rotations de cette manière en fait, dans d'autres espaces, plus abstraits, de 3 dimensions aussi. Et nous, c'est ce qu'on va essayer de regarder. L'idée, en fait, ça va être, là, vous voyez, on a une représentation de SO3. Donc ça, c'est un groupe, le groupe des rotations. Et nous, on va regarder SU2, qui va être le groupe des rotations complexes. Et on va regarder ces représentations, c'est-à-dire de quelle manière on peut en fait représenter les éléments de ce groupe-là. Et on va s'intéresser aux représentations irréductibles, c'est-à-dire les plus petites au sens de la stabilité. C'est-à-dire, étant donné une représentation, on va pouvoir décomposer cette représentation en représentation irréductible, en somme directe de représentation irréductible sur des espaces plus petits. Donc voilà, ça va être l'idée fondamentale de cette série de vidéos. Et sans plus tarder, on va commencer par regarder les groupes de Lie, algèbre de Lie, première définition, première propriété, voilà, c'est parti. Alors l'idée pour moi, ça va être en fait directement de m'affranchir de la notion de variété différentielle. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'un groupe de Lie? Un groupe de Lie, c'est deux propriétés. Un groupe de Lie, vous allez me dire. Un groupe, certes, donc toutes les propriétés nécessaires, mais aussi une structure de variété différentielle, c'est-à-dire une surface, la généralisation d'une surface avec toutes les propriétés qu'on attend d'une surface, donc de différenciabilité, de continuité, etc. Et voilà, donc la partie groupe, on va pouvoir la traiter relativement bien, parce que c'est des propriétés qu'on connaît en classe préparatoire.
La partie variété différentielle, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, donc afin de m'affranchir de cette notion-là, je vais adopter l'approche de Monsieur Jacques Farreau, donc dans son livre Analyse sur les groupes de Lie, et on va regarder en fait essentiellement, puisqu'on va regarder que les groupes de Lie dans GLN de C, donc les matrices inversibles, puisqu'on va voir par la suite que SU2 c'est un sous-groupe de GLN de C. L'idée en fait, ça va être de définir autrement les groupes de Lie, et je vais voilà, utiliser cette définition. Un groupe de Lie, c'est un sous-groupe fermé de GLN de R. Alors, j'aurais pu mettre GLN de C, mais en fait, comme C c'est isomorphe à R carré, je vais garder GLN de R, parce que GLN de C, voilà, ça va être en gros GL2N de R. Donc voilà, un groupe de Lie, c'est un sous-groupe fermé de GLN de R. Ça, c'est la définition que je vais utiliser dans la suite et je vais... voilà, ça, plus précisément, c'est un groupe de Lie linéaire. Je vais dire groupe de Lie dans la suite. Alors, directement, on va aller regarder ce qu'on appelle les sous-groupes à paramètres d'un groupe. Alors, je vais prendre G, un groupe de Lie. Donc, G, un groupe de Lie. Et je vais définir ce que c'est un sous-groupe à paramètres de grand G. Alors, un sous-groupe à paramètres, c'est une application gamma qui va de R dans G, qui a tout T associé, donc gamma de T, et qui a la particularité d'être un morphisme de groupe continu. Où donc R est muni de sa structure additive. Donc voilà, un sous-groupe à paramètres, c'est un morphisme de groupe continu de R dans G. Alors maintenant, on va voir que en fait, les sous-groupes à paramètres d'un groupe de Lie sont facilement exprimables en fonction d'une seule matrice. Alors étant donné que GLN de R est un sous-groupe fermé dans GLN de R, je peux considérer gamma un morphisme, donc un sous-groupe à paramètres de GLN de R. Et alors, le résultat qu'on va démontrer, c'est que gamma est de classe C infinie. C'est immédiat. Enfin, c'est immédiat. Dès lors que gamma est continu, on va montrer que, étant donné que gamma est continu, alors gamma est de classe C infinie. Et pour tout T appartenant à R, gamma de T, ça va être exponentielle de TA, où A c'est une matrice, et en fait on va prouver que c'est gamma prime de 0. Donc voilà, ça c'est le résultat qu'on va démontrer. En fait, la donnée d'un sous-groupe à paramètres est entièrement déterminée par cette matrice-là. Alors, pour démontrer que gamma est de classe C infinie, je vais considérer alpha une fonction test. On appelle ça une fonction test. C'est une fonction C infinie à support compact. Et je vais considérer f, ça va être le produit de convolution, on appelle ça, de alpha et gamma. Alors, ça va être la fonction qui a tout T associé. L'intégrale sur R de ds alpha t-s gamma de t. Gamma s, pardon. Alors, puisque alpha est de classe C infinie et qu'en fait on intègre ici sur un compact, on va pouvoir facilement démontrer avec le théorème de dérivation sous l'intégrale itérée que f est de classe C infinie. Donc cela étant dit, en fait on peut regarder, faire un petit changement de variable ici, de sorte à écrire l'intégrale comme ça. Alpha de s, gamma, t-s. Et pourquoi je fais ça? Puisque gamma c'est un morphisme. Donc j'ai ds ici, alpha de s, et là j'ai gamma de t fois gamma de moins s. Gamma de moins s. Alpha de s c'est un nombre, donc je peux sortir gamma de t. Et j'ai donc gamma de t en facteur de l'intégrale de ds alpha de s gamma de moins s. Donc là j'ai trouvé que f de t, ça s'exprime comme gamma de t fois, en fait ça c'est une matrice. Je vais même l'appeler B, ici, c'est pas très clair, mais voilà, cette matrice-là, je l'appelle B, c'est vraiment une matrice. Là ça ne dépend plus de t. Et en fait j'ai terminé si je montre que B est inversible. Puisque, auquel cas, j'aurais que gamma s'exprime comme f fois b moins 1, b c'est une constante, f c'est de classe infinie, donc gamma est de classe infinie, j'ai terminé. Donc je vais devoir démontrer que
B est inversible. Et pour ça, je vais devoir en fait choisir alpha d'une certaine manière à rendre B inversible. Et en fait, on va se convaincre qu'il existe des alphas, quels qu'on peut rendre B inversible, étant donné un certain gamma. Alors on a un critère en fait pour démontrer qu'une matrice est inversible. Étant donné une norme donnée sur l'espace des matrices, B va être inversible si et seulement si la norme de B moins identité est strictement inférieure à 1. Alors pourquoi? Puisque si je pose m égale B moins identité, telle que la norme de la norme de m est inférieure à 1, alors la série des m puissance k converge et on a que B-1 c'est égal donc à ici m plus identité moins 1 et c'est égal à la somme des k pour k allant de 0 à l'infini. Donc si alors pardon, c'est pas si seulement si ici, c'est une condition suffisante. Montrons que B moins identité en norme est inférieure à 1 et alors on aura que B est inversible. Voilà, donc ce qu'on a à voir c'est B moins identité en norme est inférieure à 1. Alors pour ça, alpha a priori pour l'instant est quelconque et je vais choisir alpha tel que c'est une fonction positive et d'intégrale égale à 1. Donc l'intégrale sur R de alpha est égale à 1. Alors, de tels alphas existent. Si vous n'en êtes pas convaincu, je vous en donnerai un exemple dans la description, parce que là c'est un peu long à l'écrire. Mais voilà, de tels alphas existent. En fait, essentiellement, il s'agit de prendre une fonction de cette manière-là, donc qui est égale à 0 en dehors d'un certain intervalle, donc quelconque comme ça là. Et pour rendre l'intégrale égale à 1, il faut diviser, il faut normaliser en fait en divisant alpha par son intégrale, de telle sorte que l'intégrale soit effectivement égale à 1. Mais ça, voilà, de telles fonctions existent. Et alors pourquoi est-ce que je choisis alpha comme ça? Alors on va regarder B moins identité. En norme, ça est égal à la norme de, donc par définition, l'intégrale sur R de ds, alpha de S, gamma de moins S, moins l'intégrale de alpha de S, alors voilà, ds fois identité sur R, puisque ça c'est égal à 1. Alors je remets tout sous l'intégrale et j'utilise l'inégalité de la moyenne pour faire rentrer la norme dans l'intégrale. Et puisque alpha est positif, je peux sortir alpha de S comme ça et il va me rester gamma de moins S moins identité. Voilà, pour l'instant, jusqu'à là, je n'ai rien utilisé de gamma. Pour l'instant, gamma, c'est vraiment, j'ai utilisé juste la propriété de morphisme, c'est tout. Donc on a utilisé la propriété de morphisme, mais maintenant, on va utiliser la continuité en 0. Gamma est continu en 0, donc il existe un certain delta strictement positif, tel que, pour tout S compris dans l'intervalle moins delta, delta, gamma de S moins identité, ou identité en fait c'est gamma de 0, hein. Par propriété de morphisme, encore une fois. En norme, c'est inférieur à 1,5. Inférieur ou égal. Allez. Et en fait, on a terminé si le support de alpha est contenu dans l'intervalle moins delta, delta. C'est-à-dire alpha, a priori, c'est sur un compact quelconque. Donc voilà, là j'ai un truc comme ça, compact quelconque ici. Et l'idée, et ça on peut le faire, c'est d'effectuer une translation, une dilatation de sorte à ramener le support de alpha sur l'intervalle moins delta delta. Ça, voilà, je vous laisse vous en convaincre avec ce que je vais écrire dans la description. Donc, étant donné un tel alpha, donc de support inclus dans moins delta delta, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Et bien en fait, on intègre ici non plus sur R, mais sur moins delta delta, parce que sinon l'intégrale est nulle. Donc ça est inférieur ou égal à 1,5. Donc c'était inférieur ou égal à 1,5 fois l'intégrale de alpha, qui vaut 1, donc 1,5, et c'est bien strictement inférieur à 1. On a terminé, B est inversible, et donc par conséquent gamma est de classe C infini, ce qui conclut la preuve de ce résultat. Alors, dans le feu de l'action, j'ai oublié dans la vidéo de démontrer la deuxième partie du résultat. Donc c'est ce que je vais faire maintenant.
Maintenant qu'on a que gamma est de classe C infini, je vais regarder la dérivée en t de gamma. Donc par définition, c'est la limite du taux d'accroissement que j'ai écrit juste là. Puisque c'est un morphisme, gamma de t plus s, je peux écrire ça comme gamma de s plus t déjà, que je peux séparer en gamma de s fois gamma de t. Aussi, gamma de t, c'est gamma de t plus 0, donc c'est gamma de 0 fois gamma de t. Tout ça, ça me permet en fait de factoriser à droite par gamma de t, de sorte à faire apparaître le taux d'accroissement en 0. Je prends sa limite, en fait, je fais apparaître le nombre dérivé de gamma en 0. Je vais poser a, c'est gamma prime de 0, et en fait j'ai une équation différentielle du premier ordre, avec gamma de 0 égale l'identité, puisque c'est un morphisme, et donc j'en déduis que gamma de t, c'est exponentielle de t fois 1. Alors maintenant qu'on a défini un groupe de Lie, on va définir une algèbre de Lie. Alors, une K-algèbre de Lie, donc sur n'importe quel ordre des scalaires, mais maintenant on va prendre soit R ou C, une K-algèbre de Lie, c'est un K espace vectoriel muni d'une application bilinéaire qu'on appelle crochet de Lie, voilà, qui donc a deux éléments, un K espace vectoriel A, qui a deux éléments de A, associent donc leur crochet. Et ce crochet est tel que il vérifie l'identité de Jacobi, donc x crochet avec yz plus toutes les permutations circulaires dans ce sens-là. Donc on va avoir z crochet avec xy plus y crochet avec xz, pardon, plus crochet avec zx, on a dit les permutations circulaires, c'est égal à 0. Et ça, on appelle ça l'identité de Jacobi. Voilà, donc qu'est-ce qu'une algèbre de Lie? Une algèbre de Lie, c'est un K-espace vectoriel muni d'une application bilinéaire qui vérifie l'identité de Jacobi. Aussi simple que ça. Voilà, c'est la définition générale d'une algèbre de Lie. Et donc ce crochet-là, on appelle ça le crochet de Lie. Voilà, et on peut préciser qu'une sous-algèbre de Lie, étant donné une algèbre de Lie, une sous-algèbre de Lie, c'est un sous-espace vectoriel stable par crochet. Voilà. Et on va démontrer un résultat qui va être central dans cette série de vidéos. Ça va être en fait le suivant. Étant donné un groupe de Lie G, on va pouvoir lui associer une algèbre de Lie, au sens des définitions précédentes, naturellement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se donner un groupe de Lie. Alors un groupe de Lie, je vais le représenter par une grosse sphère. Alors c'est pas anodin, puisqu'on va voir en fait que dans la suite, les groupes de Lie qu'on va regarder, enfin surtout SU2, en fait, on peut regarder ça comme une sphère en dimension 4. Donc je vais représenter une sphère non pas en dimension 4, mais en dimension 3. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, c'est mon groupe de Lie G. Quelque part sur cette sphère, il y a l'identité, puisque G est un groupe. L'identité, par exemple, elle est là. On va pouvoir regarder l'espace tangent à l'identité, c'est-à-dire cet espace-là. C'est-à-dire l'espace de tous les vecteurs tangents à l'identité. Ça, je vais noter ça petit g. Et en fait, on va démontrer que petit g, donc qui est l'espace tangent à grand G en l'identité, est une algèbre de Lie au sens de la définition précédente. Et en fait, ça va vraiment démontrer que G est l'algèbre de Lie associée au groupe de Lie grand G. Alors, je prends G inclus dans GLN de R, un groupe de Lie. Je vais noter donc petit g, l'espace tangent à G en l'identité. Alors, G est une sous-algèbre de Lie de l'espace vectoriel des matrices dans R, muni du crochet de Lie que je vais définir comme suit, donc qui a toute matrice XY associe XY moins YX. Donc vous pouvez vérifier, c'est un bon exo, que ce crochet de Lie là
donc étude d'application bilinéaire, ça va assez vite, mais surtout que ça vérifie l'identité de Jacobi, et donc ça définit bien une algèbre de Lie, qu'on va noter par la suite en lettres minuscules GLN de R. GLN de R en minuscule, c'est l'algèbre de Lie Mn de R muni du crochet de Lie que je viens de définir. Et donc nous, ce qu'on a démontré, c'est que G est une sous-algèbre de Lie de l'espace des matrices munies du crochet de Lie. Et pour ça, donc je rappelle qu'une sous-algèbre de Lie, c'est un sous-espace vectoriel stable par crochet. Donc on va devoir démontrer deux choses. D'abord que c'est un sous-espace vectoriel, et ensuite que petit g est stable par crochet, et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors je vais rappeler la définition de l'espace tangent. Petit g, donc c'est l'ensemble des gamma prime de 0, tel que gamma, c'est une application de moins epsilon, epsilon dans g, dérivable en 0, tel que gamma de 0 est égal à l'identité. Et où epsilon est strictement positif. Donc, je rappelle, j'ai ma sphère ici, j'ai l'identité, j'ai le plan tangent. Petit g là, un vecteur qui appartient par exemple, c'est celui-là, gamma prime de 0, où en fait, il est rattaché à ce chemin-là, là, celui-là, là, gamma de t qui est tracé sur la sphère. C'est-à-dire que je prends ma sphère, je trace un chemin qui va passer par l'identité, et je regarde la vitesse en fait associée à ce chemin-là au niveau de l'identité, et en fait je regarde l'ensemble de toutes ces vitesses-là et ça me définit l'espace tangent. Alors étant donné cette définition-là, c'est un bon exercice que de démontrer que c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des matrices. Donc ça je vais vous laisser le faire, c'est un peu long à faire et c'est pas très instructif de le faire ici, mais c'est un bon exercice d'algèbre linéaire et puis de manier un petit peu la définition de l'espace tangent, la notion de chemin, etc. Nous, ce qu'on va démontrer, c'est que G est stable par crochet. C'est-à-dire, étant donné deux matrices, le crochet de ces deux matrices, étant donné deux matrices dans G, le crochet de ces deux matrices est toujours dans G. Donc ça, on va avoir besoin d'un petit lemme afin de démontrer ce résultat. C'est qu'en fait, G, on peut l'écrire d'une autre manière. On peut écrire ça comme l'ensemble des matrices telles que l'exponentielle de t fois cette matrice appartient à G pour tout t réel. Ça va être une deuxième définition. Et en fait, on voit bien un peu l'idée de cette définition-là. Regardons par exemple le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, donc voilà, là on a la droite des réels, là on a la droite des imaginaires purs, et on sait très bien qu'il est paramétré par exponentielle iθ. Ok ? Maintenant, on va regarder vraiment, ici, c'est le point, donc 1, exponentielle de i fois 0, si vous voulez. Et on va regarder l'espace tangent à 1. Bah, c'est ça. C'est la tangente, et en fait, c'est la droite, iθ. Et pour passer de la droite iθ, donc l'espace tangent à vraiment le groupe cercle unité, qu'est-ce qu'on fait? On applique l'exponentielle. Et ça nous donne un bon paramétrage du chemin. Donc voilà, ça c'est pour l'idée. Donc c'est pour ça en fait que la définition ici de l'espace tangent que je donne, qui va être en fait beaucoup plus commode pour démontrer la stabilité par crochet, elle n'est pas anodine. Vraiment, c'est une deuxième définition de l'espace tangent. Alors l'inclusion réciproque est immédiate puisque en fait, il suffit de prendre gamma est égal à l'application qui a t associée exponentielle de tx. Et on sait que donc de gamma de 0, c'est bien l'identité, parce que exponentielle de 0, c'est l'identité. Et gamma prime de 0, ça va être x fois exponentielle de 0, donc x. Et puis on a toutes les propriétés de dérivabilité, etc. qui sont nécessaires. Donc en fait, cette inclusion-là est immédiate. Nous, ce qu'on va devoir démontrer, c'est, étant donné un chemin gamma défini comme suit, il faut montrer que gamma prime de 0 est inclus dans cet ensemble-là. Donc, soit X, une matrice dans cet espace. C'est-à-dire, je vais fixer epsilon et gamma, donc de moins epsilon, epsilon dans G, qui est tel que gamma est dérivable en 0,
Gamma de 0, c'est l'identité. Gamma prime de 0, c'est x. Voilà, donc ça, c'est ce que je me donne. Et maintenant, je veux montrer que x est dans cet ensemble, c'est-à-dire que exponentielle de t fois x appartient au groupe. Donc, c'est-à-dire que je vais me donner un t réel et je vais montrer que exponentielle de t fois x appartient au groupe. Donc, soit t appartient à R, étant donné que epsilon est fixé strictement positif, il existe donc un petit n entier naturel non nul tel que t sur n est compris entre moins epsilon et epsilon. Étant donné que t sur n est dans moins epsilon epsilon, gamma de t sur n, ça appartient au groupe, par définition. Comme G est un groupe, c'est stable par produit, donc gamma de t sur n puissance n appartient au groupe toujours. Maintenant, l'idée, ça va être d'effectuer un développement limité au voisinage de n qui tend vers l'infini. Donc gamma de t sur n, ça va être gamma de 0 plus t sur n, gamma prime de 0 à la puissance n, plus un petit taux voilà, que vous aurez compris, je ne le note pas, mais il existe. Ça, c'est l'identité, ça, c'est x. Et on peut démontrer en fait que ça tend, on remarque une expression en fait, de l'exponentielle qu'on connaît bien. On le connaît bien pour les réels, on peut démontrer que c'est le même cas dans le cas des matrices. Ça tend, quand n est très très grand, vers exponentielle de t fois x. Donc je rappelle, pour tout n, gamma de t sur n puissance n est dans le groupe. Ça, donc, on définit une suite d'éléments du groupe qui tend vers une matrice. Mais G, on a dit que c'est un groupe de Lie, donc il est fermé. Donc c'est-à-dire que la limite elle-même appartient au groupe, donc exponentielle de tx appartient au groupe, ce qui prouve le lemme. Donc maintenant qu'on a cette nouvelle définition de l'espace tangent, on va démontrer donc que G est stable par crochet. Alors, donc soit de matrice dans G, on va démontrer donc que xy moins yx est dans G aussi. Donc d'après cette nouvelle définition, pour tout t dans R, exponentielle de tx appartient au groupe de Lie. Alors qu'est-ce qu'on a? On a que exponentielle de tx fois y fois exponentielle de tx à la puissance moins 1 appartient à un petit g. Alors, pourquoi on a ça? On va le montrer rapidement ici. Si je pose A, c'est exponentielle de tx, donc c'est une matrice dans G. Pour montrer que A fois Y fois moins 1 est dans petit g, il faut montrer que pour tout S dans R, on a que l'exponentielle de cette matrice-là est dans le groupe. Donc soit S appartient à R, exponentielle de S A Y A moins 1, qu'est-ce que c'est? On peut décomposer ça en série exponentielle, de sorte qu'en fait, on peut se rendre compte qu'ici, on peut sortir A à gauche et A-1 à droite, tout simplement parce que AY A-1 à la puissance n, c'est égal à AY puissance n A-1. Donc ça, c'est égal à A exponentielle de SY A-1. A appartient à G, ici, donc son inverse appartient à G, et Y appartient à petit g, donc l'exponentielle de SY appartient à G, donc ça appartient à G parce que G est stable par produit, ce qui prouve que AY à moins 1 appartient à petit g, c'est ce que j'ai écrit là. Ça, je peux réécrire ça comme exponentielle de tx, y, exponentielle de moins tx appartient à petit g, puisque exponentielle de tx puissance moins 1, c'est exponentielle de moins tx. Mais en fait, G, on a démontré que c'était un sous-espace vectoriel de l'espace des matrices. Donc en particulier, comme l'espace des matrices est de dimension finie, petit g est fermé. Donc petit g est stable par limite, donc a fortiori, c'est stable par dérivation. En particulier, la dérivée de cette quantité-là par rapport à t en 0, c'est toujours dans petit g. Et je vous laisse vous convaincre que la dérivée de cette quantité-là, c'est une dérivée d'un produit essentiellement, c'est xy moins yx. Et ce qui nous prouve que le crochet donc, de xy appartient à petit g. Ce qui prouve que petit g est bien muni d'une structure d'algèbre de Lie au sens de la définition précédente. Donc on a vu qu'à tout groupe de Lie grand G, on peut faire correspondre une algèbre de Lie, qu'on appelle l'algèbre de Lie de G,
juste en prenant l'espace tangent à l'identité. Donc voilà, ça va être une définition centrale dans la suite, puisque c'est vraiment de cette manière-là qu'on va construire, étant donné un groupe de Lie, on va construire l'algèbre de Lie associée. Alors comme dans la suite, on va parler de représentation de groupe et de représentation d'algèbre, je vais définir maintenant les deux notions proprement. D'une part, représentation de groupe, d'autre part, représentation d'algèbre. Donc là, représentation de groupe de Lie. Alors la représentation d'un groupe de Lie, donc étant donné G un groupe de Lie, une représentation de groupe, du groupe G, c'est la donnée de V, un K-espace vectoriel, et ρ, ça c'est un morphisme de groupe continu. Et on dit que donc V et ρ est une représentation de G. Voilà. Maintenant on va regarder donc représentation d'une algèbre de Lie. Donc je me donne petit g, une algèbre de Lie, et une représentation de l'algèbre petit g, ça va être la donnée d'un espace vectoriel et d'une application linéaire, grand R, qui va donc de G dans ce que je note petit gl de V. Et en fait ça, c'est tout simplement l'espace des endomorphismes sur V muni du crochet de Lie que je vais définir tout de suite, où le crochet de Lie de deux endomorphismes, donc U et petit v, c'est U rond V moins V rond U. C'est en tout point analogue au crochet de Lie pour les matrices que j'ai définies précédemment, mais bon, vous savez sans doute que l'espace des endomorphismes de dimension finie, c'est isomorphe à l'espace des matrices, bon voilà. Donc ça, au grand R, c'est une application linéaire. Et où cette application-là vérifie une relation particulière. Donc pour toute matrice dans petit g, R du crochet de ces deux matrices, c'est égal au crochet de Rx, Ry. C'est attendu, hein. Quand on fait le crochet de deux éléments, enfin, en gros, faire le crochet de deux éléments du groupe, enfin de l'algèbre abstraite, ça revient à faire le crochet de leur représentation. Voilà. Voilà, et donc maintenant qu'on a donné les définitions, on va donner deux exemples. Donc un exemple de représentation de groupe de Lie et un exemple de représentation d'algèbre de Lie qui vont être ultra utiles pour la suite. Alors je vais juste donner des définitions et je vous laisserai, si vous le voulez, démontrer que ce sont bien des représentations au sens des définitions précédentes. La première, donc ça va être l'application grand add, comme ça, qui va de GLN de R dans le le groupe linéaire de petit gln de R. Donc ça, si vous voulez, c'est mon groupe de Lie. Et ça, c'est l'espace vectoriel, donc l'espace vectoriel de matrice dans lequel je représente le groupe de Lie. Et qu'est-ce que ça va faire? Alors, à toute matrice, à toute matrice dans le groupe des matrices inversibles, je vais associer, donc ça va être une bijection de l'espace V, donc qui va être défini comme add x, donc c'est une bijection qui à tout y va associer x, y, x-1. Donc là, c'est l'opérateur en gros de conjugaison par x, si vous voulez. Donc je vous laisse démontrer que c'est bien une représentation de groupe de Lie. Et une représentation d'algèbre de Lie, donc ça va être petit add, c'est un exemple, qui va donc de gln de R, donc ça va être mon algèbre de Lie petit g, et je vais le représenter dans les endomorphismes en gros de gln de R, ou donc ça va être mon petit v. Et en gros là je représente petit g dans les endomorphismes de V. En gros je le représente littéralement dans lui-même ici, hein. Je pourrais même mettre V égale G. Et ça c'est défini comme suit, donc qui à toute matrice X associe l'opérateur addx, qui à tout Y associe le crochet de XY. Voilà, ça c'est
un opérateur. On peut démontrer donc, étant donné la bilinéarité du crochet, que cet opérateur-là, à x fixé, c'est bien une application linéaire, et que ça vérifie donc la relation que j'avais donnée par rapport au crochet. Alors, étant donné ces deux opérateurs, je vais démontrer deux propriétés qui vont être super utiles pour la suite. Donc, je vais prendre G, un groupe de Lie, et petit g, son algèbre de Lie, au sens de la définition, donc c'est l'espace tangent l'identité. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va donner donc une définition déjà. Ça va être l'application grand exponentielle. Donc ça va être, vous l'avez compris, l'exponentielle. Hein. Mais cette fois-ci, on va la définir d'un espace dans un autre. Donc des endomorphismes, en gros, de l'algèbre dans GL de l'algèbre. En gros, c'est la définition généralisée de l'exponentielle, étant donné les algèbres de Lie, on parle en algèbre de Lie, donc plus en espace vectoriel ici, donc qui a tout endomorphisme ici associe son exponentielle. Et on va démontrer deux propriétés. Donc la première propriété, ça va être que en fait, on va pouvoir retrouver l'opérateur petit AD à partir de l'opérateur grand AD. Alors pourquoi? On va voir en fait que la dérivée en 0 de AD de exponentielle de Tx, où là c'est vraiment l'exponentielle matricielle usuelle, ça va être égal à petit AD de x. Alors pour démontrer ça, on prend une matrice y et on va regarder donc la dérivée de AD de exponentielle de Tx en y. Parce que ça en fait c'est vraiment, je pourrais le noter comme ça. Hein. Si je garde les notations de la définition précédente, on a ça. Et ça, par définition, c'est la dérivée en 0. Je l'applique par conjugaison exponentielle de Tx, donc j'ai exponentielle de Tx, y exponentielle de moins Tx. Et ça, on a vu tout à l'heure que ça faisait xy moins yx, qui n'est autre que AD en x de y. Et donc les deux opérateurs ici coïncident en toute matrice, donc ils sont égaux. Donc ça, c'est la première propriété qu'on a. Et la deuxième propriété qui là va être super utile, c'est que pour toute matrice, dans petit g, add de exponentielle de cette matrice, ça va être égal à l'exponentielle au sens de l'exponentielle de représentation ici, hein, exponentielle de ADX. Alors, si je garde les notations de la définition précédente, on a ceci. Voilà, et ça c'est un résultat absolument central qu'on va réutiliser énormément par la suite. Pour le démontrer, on va considérer deux applications. Alors la première c'est gamma 1 qui à tout t associe add de exponentielle de Tx. La deuxième c'est exponentielle de t AD de x. On peut démontrer que ces deux applications-là sont des sous-groupes à paramètres. Donc sous-groupe à paramètres de GL de petit g. Et par ailleurs, d'après la propriété précédente, on a que gamma 1' de 0 est égal à gamma 2' de 0 est égal à ADX. Alors là, c'est immédiat, hein, c'est juste que ça me fait sortir un ADX fois l'exponentielle de t ADX, que j'évalue donc en 0, ça me fait juste ADX. Et là, ici, il faut utiliser la définition, la propriété précédente. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a deux sous-groupes à paramètres qui ont la même dérivée en 0. Mais on a dit qu'en fait, la donnée d'un un sous-groupe à paramètres est uniquement déterminée par sa dérivée en 0. Donc, si les dérivées en 0 de deux sous-groupes à paramètres coïncident, ça veut dire que les deux sous-groupes à paramètres sont égaux. J'évalue en 1, terminé. Donc voilà, ça c'est une propriété centrale qu'on va réutiliser énormément par la suite et c'est important de la donner maintenant. En gros, ce qu'on pourra retenir, c'est que AD commute en gros avec l'exponentielle. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais donner donc un résultat qui va être très important pour la suite, mais que je vais admettre
puisque je vais vous expliquer par la suite, je vais juste l'écrire. Donc là, c'est un lemme qui est admis ici. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Je prends G, un groupe de Lie qui va être compact. Je prends V, ρ, une représentation de G. Alors, le lemme il nous dit que V, ρ est unitarisable. Qu'est-ce que ça veut dire unitarisable? Ça veut dire qu'il existe un produit scalaire, donc hermitien sur V, si je regarde dans les matrices complexes. Donc il existe un produit scalaire hermitien sur V tel que la représentation Vρ soit unitaire. Alors ça veut dire quoi qu'une représentation est unitaire? Ça veut dire qu'en gros, que ρ, il va donc de G dans GL de V, et l'image en gros de G par la représentation ρ, elle est incluse dans U de V, qui est l'ensemble des endomorphismes unitaires. Si vous préférez, ρ, à tout élément du groupe abstrait G, il associe une matrice unitaire, donc qui vérifie U DAG égale U, ou si vous voulez, U conjugué transposé égale U. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dès lors que j'ai un groupe de Lie compact, je peux unitariser n'importe quelle représentation. Autrement dit, quitte à unitariser, on peut regarder directement les représentations unitaires. Alors pour la dernière propriété de cette vidéo, je vais définir enfin ce que c'est une représentation irréductible. Alors, j'ai un groupe de Lie, Vρ une représentation de grand G. On dit que Vρ est irréductible si et seulement si V n'est pas le sous-espace nul et si V et l'espace nul sont les seuls sous-espaces invariants par ρ. Alors, on dit qu'un espace, il est invariant par ρ. Alors, W est un sous-espace vectoriel invariant par ρ. Si et seulement si, donc W est un sous-espace vectoriel de V. Et ρ de G appliqué à W, c'est inclus dans W. En gros, W, c'est un sous-espace vectoriel qui est stable par chaque élément abstrait représenté par ρ, par chaque élément abstrait. Donc voilà, maintenant on a la définition d'une représentation irréductible, c'est-à-dire une représentation dont les seuls sous-espaces stables, c'est V et 0. En fait, maintenant on va pouvoir regarder les représentations irréductibles, et on va justement s'intéresser que à celles-là, puisqu'on va voir que dès lors que le groupe de Lie a certaines propriétés, n'importe quelle représentation du groupe est complètement réductible, c'est-à-dire on peut la décomposer en somme directe de représentations irréductibles. Autrement dit, dès lors que j'ai mon groupe G, je vais pouvoir le représenter grâce à des matrices qui vont être diagonales par bloc, ici, sur chaque sous-espace stable. Et du coup, nous, on va s'intéresser justement que à ces représentations ici, puisque ensuite, je vais pouvoir tout simplement diagonaliser toutes mes matrices qui représentent mon groupe par bloc. Et donc, pour mettre ça un peu en forme, on a la dernière propriété suivante. Toute représentation d'un groupe de Lie compact est complètement réductible. Voilà, ça c'est super important. Alors, on va utiliser le lemme précédent. En fait, je n'ai pas démontré le lemme précédent parce que ça suppose qu'on dispose d'une mesure sur les groupes compacts. Et en fait, ça s'appelle la mesure de A. Donc, je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressé. Mais en fait, ça suppose, pour définir un produit hermitien sur un espace vectoriel, plutôt sur une représentation de groupe, il faut disposer d'une mesure qui nous permet d'intégrer sur un groupe compact. Et ça, c'est la mesure de A qui nous le permet. Mais voilà, l'existence d'une telle mesure, ça dépasse complètement le cadre du TIPE. Donc c'est pour ça que je l'ai admis. Et étant donné donc ce lemme, on va démontrer que toute représentation d'un groupe de Lie compact est complètement réductible. Alors quitte à
unitariser ma représentation, on va pouvoir directement, comme je l'ai dit tout à l'heure, considérer une représentation unitaire. Donc c'est pour ça que je prends donc G un groupe de Lie, et je vais prendre donc H rho une représentation unitaire, où H va être de dimension finie. On va regarder que les représentations de dimension finie ici, dans toute la suite. Et où donc H, c'est un espace vectoriel muni d'un produit hermitien. Alors, je vais considérer E un sous-espace vectoriel de grand H, invariant par ρ au sens de ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire que l'image par ρ de G de tous les éléments de E est toujours dans E. Alors, l'orthogonale au sens du produit scalaire hermitien de H de E est invariant aussi par ρ. Alors on va le démontrer. Donc je vais prendre G appartient au groupe, petit z dans l'orthogonale et x dans E. Et on va regarder ρ de G appliqué à z, scalaire x. Puisque ça, on veut regarder, donc on sait que le produit scalaire de z et x est égal à 0. Nous, on veut montrer que ρ de G de z est dans l'orthogonale, c'est-à-dire qu'on veut montrer que ce produit scalaire-là est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va pouvoir écrire ρ de G de z scalaire ρ de G moins 1 de x. C'est un peu barbare d'écrire ça comme ça, mais en fait, qu'est-ce que ça nous permet de faire? On sait que la représentation, elle est unitaire, donc c'est-à-dire que ρ de G ici, c'est un homéomorphisme unitaire, donc ça conserve le produit scalaire. Donc en fait, c'est tout à fait égal à z, produit scalaire avec ρ moins 1 de G avec x. Bon, le moins 1, je vais plutôt le noter là. Et par propriété donc d'une représentation, ρ de G moins 1, c'est égal à ρ de G moins 1 de x. Avec G moins 1 qui appartient à G, donc ρ de G moins 1 de x, ça appartient à E, et ça c'est égal à 0. Alors pourquoi ça appartient à E? Puisque E est invariant par ρ par hypothèse. Voilà. Donc le produit scalaire de z avec un élément de E est égal à 0 puisque z est dans l'orthogonale. On a démontré ce qu'on voulait. On a démontré que l'orthogonale de E, au sens du produit scalaire qui définit, dont H est muni, est invariant aussi par ρ. Alors ça va être super utile puisque on va noter donc ρ restreint à E, ça va être l'application, le morphisme de G dans GL de E, et ρ restreint à E orthogonale, ça va être l'application de G dans GL de E orthogonale. C'est les représentations restreintes à E et E orthogonale, et en fait on va avoir que ρ c'est égal à ρ restreint à E, somme directe avec ρ restreint à E orthogonale. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un espace qui est invariant, j'ai considéré son orthogonale qui est aussi invariant, et j'ai diagonalisé tous mes éléments en somme directe, de sorte à ce qu'on ait ρ qui est égal à une somme directe de deux éléments. Donc si ces deux éléments sont irréductibles, c'est terminé, sinon on recommence avec l'un et l'autre, etc., jusqu'à temps d'obtenir une somme directe de représentation irréductible. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo sur les groupes de Lie vous aura plu. Moi, j'ai très hâte de vous retrouver pour la suite parce que dans la prochaine vidéo, on va enfin introduire le groupe de Lie SU2 et on va en donner quelques premières propriétés qui vont être super utiles pour la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur mon Discord, je réponds avec grand plaisir et moi je vous dis à la prochaine vidéo.